Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment marquant, le crash du Concorde en juillet 2000, le fameux vol Air France 4590. Ouais, un événement tragique qui a carrément marqué la fin d'une époque, en fait. Complètement. Et pour ceux qui suivent ce genre de dossier, l'histoire simple, on la connaît. Un bout de métal sur la piste, un pneu qui éclate, et voilà le drame. Mais notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de dépasser ce mythe. Exactement. Parce que quand on regarde la masse de rapports techniques et judiciaires, c'est franchement vertigineux. On va décortiquer tout ça de manière totalement impartiale, que ce soit la physique pure ou les batailles financières de l'ombre. C'est ça, et je suis vraiment abasourdie par certains détails. Commençons par la mécanique du crash. Le scénario officiel, c'est cet avion qui s'élance à Roissy, il roule sur une lamelle en titane de 44 cm, tombée d'un appareil de Continental Airlines, C'est bien ça, ouais. et donc le pneu éclate, et un fragment de caoutchouc de 4,5 kg vient frapper l'aile. Mais là, j'ai besoin qu'on m'éclaire. Comment un bout de caoutchouc peut-il faire exploser une aile en métal massif sans même la transpercer? Alors en fait, c'est une question d'onde de choc. Le réservoir numéro 5 était rempli de kérosène à ras-bord. D'accord, donc c'est un peu comme un ballon de baudruche rempli d'eau à craquer. Genre, si on tape fort dessus, ça n'éclate pas au point d'impact, mais l'onde traverse et fait péter le ballon de l'intérieur. Voilà, c'est le même principe physique. La paroi fléchit brutalement, ça crée une surpression hydrodynamique immense dans le liquide, et c'est une autre paroi du réservoir qui cède vers l'extérieur. Ah ouais, je vois. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après la rupture, le carburant s'est mis à fuir massivement, et une pompe de transfert a continué à tourner pendant le vol, recrachant du kérosène en continu dans le brasier. C'est terrifiant. Mais ça amène une question énorme. Cette fragilité structurelle, on la connaissait, non? J'ai vu dans nos sources qu'il y avait déjà eu 57 incidents de pneus sur le Concorde avant l'an 2000. Oui, 57, c'est pas rien du tout. Surtout que, à Washington en 79, des débris avaient déjà perforé des réservoirs. Sans parler des manuels d'Air France et du constructeur qui se contredisaient sur les alarmes incendie. Pourquoi on n'a pas installé un blindage genre du Kevlar après tous ces avertissements? C'est le dilemme classique entre sécurité et rentabilité. Ajouter des revêtements en Kevlar sur un avion qui était déjà super coûteux à exploiter, ça rajoutait un poids et des frais colossaux. Du coup, les autorités ont repoussé les modifications. C'est fou. C'est l'exemple parfait de la déviance normalisée. Un système s'habitue aux petits incidents, on fait avec, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Mais alors, Continental Airlines n'a pas du tout voulu porter le chapeau toute seule. Leur défense a publié une contre-enquête qui pointe des failles d'entretien côté français. Le rapport parle d'une entretoise manquante de 30 cm. C'est quoi exactement cette pièce, Evelyne? En gros, une entretoise, c'est un cylindre métallique qui maintient un écartement fixe entre les roulements d'une roue. Sans ça, la roue ne tourne plus droit et elle oscille violemment sur son axe. Attends, et la défense affirme que cette oscillation s'ajoutait à une surcharge de l'appareil, c'est ça? Genre du kérosène en trop, 19 bagages de dernière minute et un vent arrière. Exactement. Ce qui crée une surcharge virtuelle de près de 5 tonnes selon leurs experts. Donc, pour vulgariser, c'est comme tenter de faire décoller une voiture de course en lourd surpoids avec une roue qui trempe dans tous les sens. Très bonne analogie. Pour la défense, cet échauffement extrême de la roue, combiné à la masse, aurait fait éclater le pneu de lui-même avant même de toucher la fameuse lamelle. Ah oui, carrément. Mais en quoi cette surcharge empêchait l'avion de continuer à voler sur ses autres moteurs? Tout se joue sur le centre de gravité. Le carburant et les bagages l'ont déplacé vers l'arrière. Quand un avion est trop lourd à l'arrière et qu'il perd de la poussée d'un côté, à cause du feu, l'aile touchée perd sa portance en premier. D'accord. L'avion cabre et part en piqué. C'est un décrochage asymétrique. Et dans cette configuration précise, c'est totalement irréversible. Donc on a vraiment deux scénarios diamétralement opposés. La justice a d'ailleurs mis 12 ans pour trancher. Continental a d'abord été condamné au pénal, puis relaxé en appel en 2012, et les officiels français ont été blanchis aussi. Ouais, le pénal a fini par ne retenir aucune faute directe. Mais il y a un truc hallucinant avec les assureurs. Un groupe français a versé 100 millions d'euros aux familles allemandes super rapidement. L'objectif, c'était visiblement d'éviter des procès civils publics qui auraient étalé les failles d'entretien françaises au grand jour. Tout à fait. Ils ont étouffé les poursuites individuelles avec cet accord record pour ensuite se retourner contre la compagnie américaine et tenter de récupérer les fonds. C'est le grand paradoxe du verdict final. C'est-à-dire? La justice reconnaît officiellement que l'appareil avait des défauts de conception majeurs, mais estime au final qu'aucune faute pénale ne peut être retenue contre les décideurs qui l'ont laissé voler.
C'est dingue. Au final, la destruction du vol 4590 montre bien qu'une catastrophe n'a jamais une seule cause. C'est un alignement tragique de physique, de limites d'ingénierie et d'enjeux financiers. Ouais, un enchaînement fatal, tout simplement. Ce qui laisse une dernière question pour ceux qui nous écoutent, juste pour prolonger la réflexion. Si le Concorde n'avait pas été ce symbole intouchable du prestige aéronautique, est-ce que le cumul de ces 57 incidents précédents aurait poussé les autorités à suspendre définitivement sa licence bien avant l'aube des années 2000 ? On laisse ça en suspens pour clôturer ce deep dive.